Bonjour tout le monde, bienvenue d'être parmi nous aujourd'hui. Je me nomme Mercedes Roberge, est-ce que vous m'entendez bien? Bien. Bienvenue donc à cette conférence de presse organisée par le comité Sauvons le Mont-Carmel et qui vise à faire le bilan des 3 années de lutte, conférence que j'aurai le plaisir d'animer. Vous entendrez tout d'abord 2 membres du comité des résidentes et des résidents, Mesdames Suzanne Loisel et Constance Vaudrin. Les journalistes pourront poser des questions par la suite et réaliser des entrevues. Notez que nous enregistrons également la conférence de presse et nous la diffuserons sur la page Facebook de Mont-Carmel. Le bilan est rendu public aujourd'hui sous la forme d'un document illustré. Il a été distribué à l'entrée. Il s'intitule « Une inestimable solidarité, des victoires marquantes ». J'aurais recommencé. Une inestimable solidarité, des victoires marquantes, mais jusqu'à présent, l'inaction gouvernementale à l'égard des droits des personnes aînées vivant en RPA. Et un communiqué de presse est disponible. Mais avant de débuter, j'aimerais souligner la présence des personnes qui sont à la source de tout ce qui sera présenté aujourd'hui, les résidentes et les résidents de la RPA, vous-même, qui vous êtes toujours aux premières loges de tous les événements qui vous concernent. Aussi, bien entendu, l'ensemble des membres du comité Sauvons Mont-Carmel, outre Mme Loisel et Vaudrin, je nommerai Mme Gisèle Amplement, M. Normand Brault, Mme Suzanne Cyr, Mme Marie-France Dauzois et Mme Marie-Paul Lebel. Je souligne aussi la présence de personnes qui les soutiennent dans leurs actions. Les membres du comité de soutien au développement, c'est-à-dire M. Hubert Fortin, Marcel Lebel et François Saillant, ainsi que les membres du comité des communications, Nicole Filion et moi-même. Les 2 avocats des résidents et des résidentes sont également présents. Merci et bienvenue, Maître Julien Delangy et Maître Manuel Johnson. Enfin, nous bénéficions aussi aujourd'hui de la présence de personnes qui représentent des organismes qui sont et seront toujours très importants pour les résidentes et les résidents de Mont-Carmel. M. Robert Baudry, conseiller de la Ville pour l'arrondissement Ville-Marie, ainsi que les membres de son équipe. Mme Catherine Mussier, coordonnatrice du Front d'Action populaire en réaménagement urbain, le FRAPU. M. Samuel Vanzin, du comité logement Ville-Marie. M. Émile Boucher, du regroupement des comités logement et des associations de locataires du Québec, communément appelé le RECLAC. Et une absence malheureuse à souligner, qui est une personne qui a quand même beaucoup soutenu. Mme Manon Massé s'excuse de ne pouvoir être présente. Manon Massé est députée de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques. Elle a transmis ses bons mots aux membres du comité en remplacement de sa présence. Merci encore à vous toutes et à vous tous d'être aujourd'hui ici. Je cède maintenant la parole à Mme Suzanne Loisel, qui sera suivie de Constance Vaudrin, qui vont présenter le bilan. Merci Mercedes. Bonjour à chacun et à chacune. Les membres évidemment de la RPA, c'est grâce à vous si on est encore ici ce matin, 3 ans plus tard. Merci aussi à toutes les personnes qui viennent d'être nommées, qui, sans elles, nous ne serions pas là non plus ce matin. C'est une aventure qui dure depuis janvier 2022 et on n'est pas au bout du chemin. Alors, l'objectif de notre bilan, c'est vraiment de faire le point 3 ans plus tard, et particulièrement d'interpeller le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec qui a la responsabilité des RPA. La certification des RPA dépend du gouvernement. La gestion des RPA est laissée en chemin. On aura l'occasion d'y revenir, mais le gouvernement a été absolument inactif
dans ce dossier et on vous l'illustrera par des rencontres que nous avons eues, etc. Donc, après 3 ans, à l'âge que nous avons, on se dit, gouvernement, vous avez une responsabilité. Vous avez à légiférer. Vous avez à changer votre mode de gestion des RPA pour que les services offerts soient effectifs et que les droits des personnes aînées soient respectés dans notre société. Et on aura à redéfinir peut-être le modèle des RPA et la gestion. Alors, cette démarche que nous faisons, oui, c'est de refaire un peu le parcours des 3 dernières années, mais de regarder en avant et d'interpeller notre gouvernement qui est inactif. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de vous voir ici, vraiment. C'est un bon soutien. C'est un bon soutien pour nous, je vous l'assure. Puisqu'aujourd'hui, c'est le 30 et que le 31, il y a 3 ans, nous recevions l'avis d'éviction un beau matin, un beau lundi matin. Eh bien, c'est ce jour-là que je voudrais vous dire un petit peu comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qui s'est passé immédiatement par après. Parce qu'on n'en est pas resté là. Hein? L'avis d'éviction, c'est une chose, mais la réaction et le rejet de ça, la résistance, c'est autre chose. Alors, évidemment, l'avis d'éviction venait tout changer, tout chambarder dans notre vie à la résistance. Parce que mettre fin à la RPA, c'était vraiment mettre fin au service d'une infirmière, d'une réceptionniste, 24 heures sur 24, donc une sécurité pour nous. C'était aussi perdre tous nos espaces communs. Et ça, c'était comme la fin la vie commune que nous menions et que nous avions menée les années précédentes. Hein. Alors tout ça, ça s'est déroulé d'une façon assez brutale. Nous nous sommes sentis touchés dans notre dignité, notre liberté. Et c'était comme si nous devions nous conformer à ce qui se passait sous nos yeux. Mais ça n'est pas resté là, non. Parce que dès le début, on s'est dit non. Moi, dans mon appartement, j'ai dit c'est pas vrai, ça se passera pas. J'avais les 2 poings en l'air, parce que j'étais vraiment bouleversée. Alors, bien d'autres ont fait la même chose. Hein. Donc, l'important après, immédiatement, c'était de se regrouper, de faire quelque chose, de former un comité, de ce qui s'est passé dès le lendemain. Alors ça, c'était le point de départ d'une longue randonnée qui nous mène jusqu'à maintenant. Hein. Alors, il fallait nous opposer à cet avis et ne pas nous laisser avoir. Et l'important, c'était de mobiliser tous les résidents ici pour les rassurer d'abord, parce que c'était assez inquiétant ce qui se passait, et aussi les inviter à s'intégrer à la lutte et pour pouvoir agir collectivement. Parce que c'est ça qui est important, plus on est nombreux, plus on est conscient de ce qui se passe, plus on connaît les enjeux, plus on peut agir collectivement. Alors, d'où on a organisé café-rencontres, puis ensuite des rencontres hebdomadaires qui durent jusqu'à maintenant. Tous les mercredis, c'est sacré pour nous. Alors, on se rencontre pour se donner des nouvelles et se voir et s'informer. Alors, évidemment, quand on a perdu notre salle de rencontre, celle-ci, on a décidé de squatter. Donc, on a squatté pas un logement, mais une salle en bas, au rez-de-chaussée. Et on a montré concrètement notre détermination à ne pas se faire avoir. La vie pour nous était dure, vraiment. Mais on le faisait en chantant. On transportait nos chaises en chantant. Comme ça nous donnait un sentiment d'appartenance et puis on va de l'avant. Hein. Le but était vraiment de récupérer notre salle d'activité. Et grâce à une victoire judiciaire, qui était une ordonnance de la Cour, eh bien, on a pu recréer ce milieu de vie pour assurer la sécurité des résidents et réorganiser une vie sociale.
Maintenant, on forme, je peux dire, et je pense que les gens seraient d'accord, on forme une vraie famille. Pour nous, c'est important de pouvoir célébrer ces victoires qu'on fait régulièrement, les petites et les grandes, hein, parce que ça nous aide à durer dans la lutte. Bien sûr, ça demeure difficile, parce que la sécurité n'est pas assurée à son maximum. On le sait, on peut en parler, on peut en témoigner. Mais disons qu'il n'y a rien qui nous est donné ici. Tout ce qu'on obtient, c'est parce qu'on se bat pour l'avoir. Et ça, parfois, ça prend du temps. Alors, de 185 aînés que nous étions, on est passé une soixantaine. Et c'est difficile de voir partir quelqu'un, hein? Et les personnes qui partent aussi sont déchirées souvent. Alors ça nous a fait craindre pour l'avenir. On s'est dit, mais comment ça va se tourner, toute cette histoire, et qu'est-ce qu'on va faire? Mais quand même, on a rencontré, on a contacté, et les gens nous ont contactés. Donc, des sympathisants et sympathisantes se sont regroupés et ont formé des comités. Il y a eu un comité de communication qui s'est formé par des personnes bénévoles qui embrassent la cause de Mont-Carmel, qui font un travail extraordinaire, très précieux. Il y a aussi un comité de développement qui cherche à explorer des différentes avenues afin de nous soustraire à Mont-Carmel au marché privé. Une chose importante aussi, c'est que ça nous a permis de créer des solidarités et des alliances. Évidemment, nous avons dès le début eu l'appui de Manon Massé, notre député, et aussi son équipe. Robert Baudry, le conseiller municipal de l'arrondissement, qu'on a eu l'occasion de côtoyer assez souvent. Le comité logement Ville-Marie, le Frappru, le Réclac, ce sont des groupes qui nous soutiennent toujours. Ajoutons aussi toutes ces personnes alliées qui se joignent à nos mobilisations. Mais disons qu'on a deux avocats aussi très intéressants et importants pour nous, c'est Maître Julien Delanger et Manuel Johnson qui sont avec nous aujourd'hui. Alors ça, c'est très, très apprécié, je vous l'assure. Et ils prennent en charge nos interventions judiciaires. Nous avons aussi développé des solidarités avec d'autres groupes vivant des situations semblables. Par exemple, à Québec, Hochelaga-Maisonneuve, Sherbrooke, hein, des gens qui vivent des situations vraiment, souvent avec le même propriétaire, hein, parce qu'il achète un peu partout, puis il procède de la même façon. Hein. Alors, ça nous permet de renforcer le réseau de résistance. Résistance à la problématique des évictions et aussi à défendre les droits des locataires aînés. On est aussi en lien avec le milieu universitaire pour échanger sur les droits économiques et sociaux et faire connaître notre stratégie de résistance face à l'injustice. Alors, je m'arrête là. Je laisse la parole à Suzanne, c'est ça? Merci, Constance. Moi, j'ai la chance de vous parler de nos recours judiciaires. En présence des avocats, c'est un petit peu intimidant. Mais ceci dit, on en fait écho le mieux possible dans le document que vous avez. Je ne vous donne pas la tâche pour que vous lisiez pendant que je parle quand même. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que pour retrouver notre milieu de vie dont Constance a bien évoqué, et la réalité et la complexité et les dégâts qui ont été faits, on a eu besoin de recours juridiques pour nous faire entendre. Que les personnes âgées, dont la moyenne d'âge était 85 ans en février 2022, et qu'on décide collectivement que nos droits, on va les défendre. On a eu la chance, grâce à des alliés, d'avoir, on les a évoqués, Maître Delanger et Maître Johnson, qui nous accompagnent patiemment depuis 3 ans. C'est très intéressant parce qu'on se promène régulièrement à la Cour supérieure. Si vous n'avez jamais eu la chance d'aller à la Cour supérieure, c'est un milieu très convivial, n'est-ce pas? Donc, rapidement,
Et ce qui était notre os à ronger, c'était la clause de vente, dans laquelle il était stipulé que le propriétaire s'engageait à maintenir la RPA. Quelle chance que c'est écrit dans le contrat. C'est ce qui nous a donné l'air d'aller, je dirais, et la détermination, et de dire, nous nous défendons, notre cause est juste. Donc, c'était notre poignée de porte pour entrer dans le réseau juridique. On a eu une ordonnance de sauvegarde de la certification de la RPA, parce que l'enjeu de la clause de vente, c'était le maintien de la certification de la RPA. Donc, on a eu une première ordonnance de sauvegarde du juge Lucier à l'été 2022, qui a été renouvelée 3 fois. Et grâce à ça, sur papier, la RPA existait toujours. J'ai bien dit sur papier. C'était déjà une première et grande victoire. D'abord, d'obtenir l'ordonnance et qu'elle soit renouvelée 3 fois. Dans la vie de tous les jours, n'oubliez pas ce que Constance a dit. Ça n'a eu aucun effet. Parce que le propriétaire est au-dessus de la loi. Il se fout carrément, soyons clairs, de l'ordonnance de sauvegarde. Ça a été notre première démarche et ça a été nos premières victoires. Et ça donne de l'élan pour poursuivre dans le processus judiciaire. Ensuite, bon, évidemment, il y avait la question, j'ai dit qu'on était à la Cour supérieure, puis aussi, j'en parlerai moins longtemps, mais du TAL. Donc, à la Cour supérieure, c'est évidemment la sauvegarde. Conséquence, le certificat de la RPA a été renouvelé pour 5 ans. Donc, jusqu'en 2027, si je ne me trompe pas, parce que ça a été renouvelé à partir de 2022. Alors, comme si vous sortez, vous regarderez, le certificat de la RPA est bien affiché. Mais comme je disais, il est beau avoir une ordonnance de cour, il est beau avoir l'émission d'un certificat. Dans les faits, ça a été une destruction totale des services, des espaces communs. Et comme a si bien dit Constance, si on est, par exemple, ici dans le Salon de l'Amitié, oui, grâce à l'ordonnance en cours, mais grâce à la détermination des gens. Ce n'est pas le propriétaire qui a réaménagé le Salon de l'Amitié. Ce sont les personnes qui sont ici avec nous, assises ce matin. On a remonté ça à bout de bras. Bon, pour la Cour supérieure, évidemment, on a poursuivi le propriétaire pour outrage au tribunal, compte tenu qu'il n'a pas respecté l'ordonnance. En mai dernier, le 28, le propriétaire a été reconnu coupable de 8 chefs d'accusation. Grande victoire. Il fallait voir la tête qu'on avait quand on a appris cette grande nouvelle. C'est une chose d'être condamné, mais c'est une autre chose d'être sanctionné. Nouvelle audience. C'était la semaine passée. 2 jours d'audience où on a entendu des témoins qui ont reflété les conséquences des sanctions sur leur vie, sur leur santé, etc. Et ensuite, la plaidoirie de nos avocats pour démontrer en quoi il doit être sanctionné. Dans les 8 chefs d'accusation, on demande travaux communautaires et amendes. Il y a des gens qui se demandaient, les amendes, ça va aller dans vos poches? Non, on ne se bat pas pour les amendes qui viennent dans nos poches, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça sera versé à un fonds juridique spécial, je n'ai pas le terme, mais nos avocats me corrigeront.
Alors là, la cause est prise en délibéré. On est habitué d'attendre. Hein? Le processus judiciaire est efficace, mais pas très, très rapide. Mais on avance en âge pendant ce temps-là. Donc, on attend la sanction. On se retrouve aussi au tribunal administratif du logement. Et là, il y a eu aussi une audience la semaine passée. Et la partie adverse, la partie du propriétaire, demande une suspension de notre cours au TAL qui relève des dommages et intérêts, diminution de loyer, etc. Et les avocats du propriétaire demandent un report tant que notre dossier à la Cour supérieure ne sera pas réglé. Je vous informe, et vous êtes sûrement au courant, que et vous pouvez le deviner, que le propriétaire, par ses avocats, vont aller en appel. Ça a été dit clairement à la Cour. Il ira en appel sur la condamnation des 8 chefs d'accusation et il ira en appel sur les sanctions. Donc, c'est en délibéré. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent des travaux communautaires, faire du ménage dans l'édifice, les 16 étages, mais c'est peut-être pas ça qui va arriver. Voilà pour les recours judiciaires en gros. Donc, c'est un parcours, un long parcours, quoi. Mais on avance, on ne recule pas. Et c'est ça qui est important. Nous avons des victoires à chaque étape. Il y a eu un petit bémol à la cour d'appel, mais c'est pas un échec. C'est comme redonner au TAL le pouvoir, en fait, de régler le dossier. Là, j'y vais très vite. Je passe rapidement aux interventions publiques et médiatiques. Si nous sommes aussi ici, et on a bien noté les personnes qui soutiennent cette lutte, et l'énergie, la détermination des résidents, mais on a eu aussi, évidemment, l'appui du comité des communications et un appui des médias. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu un soutien médiatique important qui fait que la cause de Mont-Carmel, je pense que le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a jamais entendu parler. Et s'il le dit, il ment. Donc, beaucoup d'interventions médiatiques. Je nomme pas tous les médias du Québec, mais je souligne que et la presse écrite et télévisuelle, etc., il y a eu des reportages, il y a eu des entrevues aux différentes étapes que nous avons évoquées. Il y a eu des invitations dans différents, des interventions médiatisées. Par exemple, l'émission Semaine, comment ça s'appelle, les 4 juillet. Tout le monde en parle, merci. Et effectivement, tout le monde en parle. Si on ne savait pas que ça avait un impact médiatique, on l'a appris. Et ça a eu un impact sur la visibilité de la lutte, mais aussi sur le soutien financier. On y reviendra. Des revues ont relayé, etc. À ce niveau-là, je pense que c'est aussi une grande victoire que notre cause, qui n'est pas seulement notre cause. Et d'ailleurs, depuis le début, on a toujours dit, on se bat pour notre RPA, mais on se bat pour l'ensemble des RPA du Québec. On sait qu'il y en a 500 qui ont été fermés dans les 5 dernières années. Donc, il y a un problème social majeur et déjà aussi, au début de notre lutte, on a fait une pétition au gouvernement du Québec qui a été appuyée par plus de 6000 personnes de façon électronique, plus une version écrite de la pétition, au-delà de je ne sais combien mille quelque chose, pour justement mettre sur la place publique la revendication, oui, de Mont-Carmel, mais de l'ensemble des RPA du Québec. Elle m'a dit que c'était assez. Non, c'est pas vrai.
Bon, alors juste pour rajouter à ce que vient de dire Suzanne, et qui a élaboré les choses très très bien de fait, je voulais dire aussi qu'on a bénéficié d'un soutien financier et populaire important. Et je vois que M. Baudry va partir, alors je vais lui dire que nous avons bénéficié aussi de l'appui de la Ville de Montréal, de l'arrondissement, parce que nous avons reçu un hommage du conseil d'arrondissement de Ville-Marie, qui a été grandement apprécié. Merci beaucoup, M. Baudry. Continuez la lutte. Alors aussi, on peut nommer le prix François Saillant, qui a été très apprécié aussi. Nous sommes allés à Québec pour le recevoir. Et la médaille de l'Assemblée nationale. Et donc, ce sont des choses qui nous ont donné une visibilité dans l'espace public et qui rendent service à faire connaître la cause. Je voudrais vous dire aussi qu'un soutien financier et populaire a été important pour mener à bien notre lutte judiciaire. Et la plateforme en ligne GoFundMe a servi comme moyen supplémentaire pour collecte de fonds. Alors, Suzanne a parlé des émissions télévisées qui ont apporté aussi beaucoup d'argent, de fait, hein, pour renflouer nos coffres et être capable d'avancer dans la cause et de payer les frais. Suzanne? Oui? Est-ce que je pense au SUS déjà? Oui, Ok, voilà, je continue. Alors, entre autres instances, on avait beaucoup d'espoir dans le CIUS, parce qu'on pensait qu'il nous viendrait en aide. Hein. Alors, à quelques reprises, nous nous sommes adressés au CIUS pour qu'il intervienne et assure le maintien des services liés à la certification RPA. Mais hélas, nous avons constaté que ces pouvoirs étaient très limités. Ils consistent essentiellement à accompagner les résidents dans leur déménagement, ce que nous ne voulons surtout pas. Alors nous, quand on a écrit à la ministre, aux deux ministres, des aînés et de l'habitation, pour demander de l'aide et de comprendre notre situation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Bien, le CIUS nous a répondu, bon, le CIUS, c'est-à-dire les ministres nous ont répondu, les deux, hein, une lettre très, très semblable. Bon, le CIUS va vous aider à déménager. Bien là, non, merci. Hein. Donc, on ne pouvait pas se fier là-dessus. Puis ça se continue comme ça, hein, les autres ailleurs, c'est ça ce qui se passe. Le CIUS aide les gens à déménager. Alors, ces dernières années, nous avons constaté quelques visites de contrôle de leur part dans la résidence. Et ça, c'est apprécié. Ça, c'est positif. On a constaté que les logements qui sont RPA sont ceux habités par une personne résidente aînée. Et ça, c'est important à noter. Quand une personne aînée quitte son logement, le proprio peut mettre ce logement sur le marché locatif. Donc, une personne latina, comme il y en a ici, ou bien quelqu'un d'autre se présente, et il peut avoir accès à ce logement-là. Mais ça n'est plus un logement RPA. Alors, ce qui fait que, progressivement, la réduction, il y a une réduction progressive des RPA dans la résidence, des logements RPA. Alors, à ce moment-ci, il reste 40 logements RPA. Et si une personne de l'extérieur, une personne aînée de l'extérieur téléphone et dit, ben moi je voudrais un logement, mais j'ai 65 ans, c'est refusé. Donc, quand une personne aînée quitte son logement, le logement n'est plus RPA. Et ça, c'était une surprise pour nous et une tristesse d'apprendre ça aussi. Et on se demande, est-ce qu'on doit se battre pour ça? Parce que c'est quelque chose qui nous occupe et nous préoccupe beaucoup. Bon, comme l'a souligné Suzanne, il y a de nombreuses lacunes sur le plan juridique et l'inaction du gouvernement et qui révèlent un laisser-faire, en fait. Hein. Puis ça, c'est la loi du marché, voilà. Avec des conséquences néfastes sur la vie des personnes aînées.
Bon, moi, je conclurai en disant que 3 ans plus tard, hein, les résidentes et les résidents, le mouvement de solidarité qui s'est formé, ne sont pas prêts d'abandonner. Certainement pas. On a eu des victoires importantes et on en aura d'autres, ça c'est sûr, parce qu'on y travaille. Mont-Carmel n'est pas un cas isolé. C'est le même modus operandi qui fait que les résidents de plusieurs RPA se retrouvent à la rue, évincés par des propriétaires qui préfèrent le béton, dont le nôtre, préfèrent le béton aux personnes, parce que le béton, ça rapporte, n'est-ce pas? Et les personnes, ben tant pis. Quelle inhumanité. Mais nous sommes toujours là, et nous y sommes. Bravo! La conclusion est faite, mais je vais me permettre d'ajouter par rapport aux démarches politiques. Effectivement, nous avons rencontré, d'abord, il y avait eu un contact épistolaire avec l'ancienne ministre des Aînés, Mme Blais, de doux souvenirs. Et ensuite, nous avons rencontré la ministre actuelle des Aînés, Mme Sonia Bélanger, et la chance de rencontrer la ministre de l'Habitation, Mme Duranceau. Écoutez, c'est absolument navrant. Dans tous les cas, on a parlé qu'on maintiendrait un canal de communication. On n'a pas beaucoup passé d'heures dans le canal, je vous assure. Et l'argument massu, c'est de nous dire, vous êtes en processus judiciaire. On ne touche pas à ça. Pendant ce temps-là, le gouvernement s'occupe des batteries électriques, mais ne s'occupe pas des personnes aînées de notre société. Comme perspective d'avenir, nous continuons la lutte. C'est une bonne perspective d'avenir. On n'est pas rendu au bout du chemin. Et on pense à un modèle de résidence pour sortir du privé et d'avoir un modèle de résidence communautaire, gestion collective, où les personnes aînées seraient traitées avec dignité. Il y a un comité qui travaille fort sur ce dossier. C'est une chose de faire en sorte qu'ici, ça soit dans les meilleures conditions, avec un propriétaire qui n'a rien à voir avec les droits des aînés, et de penser à un nouveau modèle de résidence. Et ça, on y travaille fort, et il y a des pas qui nous donnent espoir. Par exemple, la Ville de Montréal, qui a adopté en novembre dernier, ça a été rendu public en janvier, un droit de péremption sur la résidence ici, et ça pour 10 ans. Alors ça, je pense qu'il faut souligner aussi que c'est une autre victoire. C'est dommage que M. Baudry est parti, mais il sait ce qu'on pense de ça, et que c'est une grande victoire et qui donne aussi le temps de construire un nouveau modèle où les personnes aînées dans notre société soient respectées et qu'ils aient un lieu convivial pour la dernière étape de leur vie. Ça finit sur une bonne note, hein, la dernière étape de leur vie. Mais pensez juste aux perspectives d'avenir. Sortir du marché privé, parce que le logement, dans ce modèle-là, est considéré comme une marchandise. On fait du profit. Dans un nouveau modèle, on espère que le logement va être considéré comme un bien, un service, et non pas une marchandise. Merci beaucoup de votre attention.